Je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste et rédactrice en chef du Connecteur, qui est le média en ligne sur l'innovation positive et l'entrepreneuriat en Auvergne. Euh, nous sommes un média associatif et comme notre nom l'indique, notre raison d'être, c'est de connecter les acteurs et les écosystèmes, parce qu'on pense que c'est par la rencontre que l'on peut innover et créer de nouveaux projets. Donc aujourd'hui, on va parler cartographie de la mobilité, mais d'abord juste pour vous expliquer, donc nous chaque mois, on fait une série exploratoire sur une thématique. Alors ça peut être l'éducation, ça peut être l'agriculture ou la mobilité, que l'on prend toujours sur l'angle de l'innovation. Et il y a quelques mois de ça, on a sorti un peu comme ça, par hasard, on va dire, une première cartographie de l'écosystème de l'innovation. On était assez contents du résultat. Mais on a été aussi très surpris des retours très positifs que l'on a eu sur cette carto, qui est un best-seller, qui est lu, partagé encore chaque semaine. Et on s'est dit que c'était un outil bon, très simple, parce qu'on est sur des aplats de logos sur une feuille A4, mais que c'était finalement un outil dont l'écosystème avait besoin. Et on s'est dit que ça serait bien de le faire plus régulièrement. Donc on a fait un deuxième sur un petit écosystème dernièrement, qui est celui des jeux vidéo et qui est assez méconnu en Auvergne. Et donc on est là aujourd'hui pour vous présenter l'AV1 de la cartographie de la mobilité ou des mobilités en Auvergne. Je vais de moi-même, hop là, hop, pas du tout, il manque ça. Oula. Voilà. Avant de vous la présenter, je voulais juste faire un petit rappel sur notre méthodologie, et à savoir, on l'appelle objectif humilité. Nous n'avons pas la prétention de croire que nous avons balayé entièrement l'écosystème de la mobilité. Pour vous expliquer comment est-ce que l'on fonctionne, donc comme je vous disais, chaque mois, on fait une série exploratoire sur... Ah ben j'ai oublié d'appuyer sur démarrer. Donc bon. Sur un thème, et donc on réalise des entretiens, on fait des rencontres, on découvre de nouveaux acteurs qui nous font eux-mêmes découvrir des nouveaux acteurs de cette thématique. On fait nous-mêmes des recherches, et ce qui nous permet d'avoir un premier noyau d'acteurs. On va ensuite aller sur les réseaux sociaux pour voir comment ces acteurs interagissent et identifier finalement encore de nouveaux acteurs, et donc étoffer cette pré-V1 de la cartographie. Ensuite, on envoie cette carto à un nombre d'autres acteurs et partenaires qu'on connaît, qui sont collaboratifs et qui vont nous rajouter encore quelques noms. Et puis à un moment, on la sort, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Même si elle n'est pas complète, même si elle n'est jamais pas finalisée, on se dit que c'est le moment, puisque, rappelons-le, une cartographie, elle est jamais figée, elle est jamais complète, puisque tous les jours il y a des nouveaux acteurs, et puis il y a aussi des rapprochements qui se font, donc elle est forcément évolutive. Donc quand on la sort, qu'est-ce qu'on fait? Après on poursuit notre veille, puis surtout on attend les retours et des personnes qui nous contactent en nous disant mais comment ça se fait que moi je suis pas sur la cartographie, je devrais y être, moi je connais quelqu'un qui devrait y figurer, donc voilà, et on les ajoute au fur et à mesure. Donc voilà pour la petite introduction sur la méthodologie. Et là maintenant, on va parler donc de cette cartographie de l'écosystème de la mobilité en Auvergne. Comme vous pouvez le voir, elle se compose de plusieurs et différentes briques. Ces briques-là aussi, elles ont vocation à évoluer, puisqu'à chaque fois qu'on a des nouveaux apports d'acteurs, ça nous crée parfois un nombre d'acteurs suffisant pour faire une nouvelle verticale et encore affiner la cartographie. Mais aujourd'hui, voilà, ça c'est la V1. À savoir que j'aurais pu passer les 10 prochaines minutes à vous parler de tous ces petits logos, mais je me suis dit que ce n'était pas forcément ce qui allait être plus passionnant, ni forcément qu'on avait le temps. Donc j'ai choisi en fait de vous proposer un petit éclairage sur différentes briques, et voir comment chaque brique finalement quelle influence a la durabilité et la soutenabilité sur ces différentes facettes. Donc, étant donné qu'on est un média sur l'innovation, je ne peux que commencer par la brique innovation. Dans la brique innovation, on va retrouver toutes les startups et aussi certaines entreprises innovantes qui ont sorti des produits et des services innovants autour des mobilités durables dernièrement. Aujourd'hui, dans le monde des startups, il y a une terminologie ou un champ lexical qui est en train de prendre de plus en plus de place. C'est autour de l'économie à impact. Aujourd'hui, une entreprise
entreprise et une start-up se doit d'être à impact. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par à impact? Ça veut dire qu'elle ne peut plus être que juste sur une proposition de valeur et un modèle économique viable, mais qu'elle doit aussi intégrer d'autres dimensions, à savoir people and planet. Par people, on parle des gens, donc de la gouvernance des salariés et des différentes parties prenantes, et aussi planète, c'est-à-dire des enjeux environnementaux. Ça, on le voit très bien, hein, ça apparaît. D'ailleurs, de plus en plus de financements de start-up sont orientés en ce sens-là. Énormément d'appels à projets sont aussi fléchés dans ce sens-là. Et les incubateurs, accélérateurs, qui sont là pour accompagner le développement de ces entreprises, ont souvent, on l'a vu dans leur bureau, la petite affiche avec les objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, parce qu'ils sont aussi là pour sensibiliser les acteurs, et notamment les acteurs de la mobilité sur ces enjeux. Et puis, ne l'oublions pas, même si ce n'est pas toujours le cas, les startups, souvent, on a des jeunes entrepreneurs, et aujourd'hui, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles et sensibilisées sur ces enjeux de mobilité durable, avec, il faut le reconnaître, une forte appétence pour les vélos et les mobilités douces, qui me fait faire un petit saut sur le côté enseignement supérieur et formation. Puisque là, on a la même chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau de l'enseignement supérieur sur des programmes et des formations autour des mobilités durables. L'année dernière, il y a eu un partenariat entre Sigma et l'ESC Clermont Business School pour développer un Master of Science Transforming Mobility pour former les locaux, on va dire, mais aussi faire venir des talents internationaux sur ce sujet. Donc, il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité d'inclure cette dimension mobilité durable dans les enseignements. Et puis, rappelons-le encore une fois, les étudiants sont souvent aussi jeunes et il y a une forte demande pour eux, ils vont choisir leur programme de formation en fonction de est-ce que ces sujets-là sont abordés, parce qu'ils sont conscients qu'ils vont devoir être outillés pour entrer dans le monde professionnel, parce que c'est ce qui va leur être demandé dans les années à venir pour répondre aux différents enjeux. Donc là, hop, je refais un petit bond pour m'attaquer à la deuxième brique, qui est celle des ce qu'on a appelé alors recherche, pôle, cluster et think tank. Donc là, on est sur une temporalité beaucoup plus longue, avec une vraie vision de prospective, puisque ces structures-là vont intégrer les contraintes réglementaires à venir, et donc c'est ce qu'elles mettent en œuvre pour accompagner finalement les entreprises dans ce sens-là. Si on prend l'exemple des pôles de compétitivité, mais ça, vous reviendrez dessus plus longuement après, le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est d'accompagner des projets collaboratifs innovants, de les labelliser, et par labelliser, c'est aussi de les faire financer, que ce soit au niveau local, national, voire européen. Et si on prend le niveau européen, on le voit de plus en plus. L'Europe a misé pour le secteur industriel sur la Twin Transition, c'est-à-dire la transition qu'elle va être digitale et environnementale. Et donc, il y a de plus en plus aussi de financements qui vont dans ce sens-là. Et juste pour illustrer par l'exemple, avec le pôle de compétitivité SIM, spécialisé dans le manufacturing. Alors, pourquoi SIM ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai fait un article et un entretien avec Arnaud Boquillon la semaine dernière, qui fait partie de l'équipe SIM et qui est aussi en charge du déploiement de leur nouveau programme qui a été lancé le 15 septembre, qui s'appelle Green Sim et qui est autour du Green Manufacturing. C'est un programme qui s'articule autour des 6 P du développement durable, mais adapté au Green Manufacturing. Je ne vais pas vous faire la liste des 6, mais juste pour qu'on se rende bien compte, il y a agir sur le produit, donc de sa conception à sa fin de vie. Donc là, on parle vraiment du cycle de vie du produit. Quand on parle de produit, on parle des composants, on parle des sous-systèmes et des systèmes. Sous-système, c'est un train d'atterrissage, et système, ça va être un avion ou un train. Et donc, finalement, la mobilité durable, elle n'est pas aussi que dans les usages, elle est dans cette capacité à repenser la production pour avoir un cycle de vie qui soit le plus positif, ayant le moins d'impact possible au niveau carbone. Si je prends un second P, c'est celui de la proximité. Là, on parle de circuit court industriel. Où est-ce qu'on va placer son usine? Où est-ce qu'on va aller chercher ses fournisseurs? On est vraiment sur la notion de flux de marchandises et de logistique
et donc de production industrielle locale. Et là, encore une fois, on est sur des sujets et des enjeux de mobilité. Donc, à travers ces deux premiers exemples de deux premières briques, on voit bien que la durabilité et la soutenabilité de la mobilité, elle infuse, mais elle infuse finalement dans toutes ces briques. Là, on voit que c'est cartographie de la mobilité, mais on aurait très bien pu dire cartographie de la mobilité durable en Auvergne, puisque je pense qu'on est tous d'accord que la mobilité de demain, elle sera forcément durable. Et ça, c'est complètement intégré. Et de toute manière, généralement, on se développe aussi parce qu'on a besoin de financement. Et les critères environnementaux et éthiques sont de plus en plus exigeants dans le financement de ce type de projet. Je vais terminer avec ma troisième brique qui est, à mon avis, aussi importante et qui est parfois un peu oubliée. C'est le monde associatif, aussi des communautés et des initiatives. Souvent, quand on parle d'économie, on a un peu tendance quand même à mettre ça de côté en se disant, bon, ça, c'est un peu de l'ESS. Pourtant, c'est une brique importante. D'ailleurs, vous voyez, elle prend de la place et elle est indispensable puisque souvent, les personnes qui en font partie sont expertes sur un des sujets de mobilité durable, mais surtout, ces associations fédèrent autour d'elles des communautés parfois très larges de personnes qui sont engagées, militantes et très impliquées. Et finalement, toutes les autres briques, si on veut transformer la mobilité, elles ont besoin de ce premier cercle de citoyens éclairés pour faire passer des messages et pour diffuser les enjeux sociétaux et environnementaux sur la mobilité durable, mais aussi toutes les solutions qui peuvent exister. Donc ça me semblait important de le rappeler. Et d'ailleurs, j'en termine là finalement sur ces briques, mais à savoir que même si ces briques elles sont séparées, on voit très bien qu'au jour le jour, les partenariats se font entre les acteurs de cette cartographie, que ce soit les startups qui travaillent beaucoup avec le monde associatif aussi pour développer leurs solutions, comme les pôles de compétitivité avec les grands groupes, les startups. Enfin, on voit bien que tout cela est intrinsèquement lié. Et même si on ne peut pas savoir quels sont tous les liens, on essaye d'étoffer à chaque fois. Ce qui m'amène à ma dernière slide qui est le collaboratif, ça s'entretient. On a développé un format avec le connecteur qui s'appelle l'éco-péro, qu'on étoffe au fur et à mesure et qui est venu finalement d'un résultat auquel on a assisté. On a participé au mois de janvier au Creative Event qui était proposé par Michelin, qui a rassemblé une 50aine d'acteurs de l'innovation sur la suite finalement et le projet du programme Catarouf. Et on leur a demandé de travailler pendant 20 minutes en leur disant « Ok, vous êtes acteurs de la cartographie de l'écosystème de l'innovation, mais vous, au quotidien, quels sont vos partenaires, quelles sont les structures et quels sont les organismes avec lesquels vous collaborez ?» Et finalement, en 20 minutes, on a eu ce deuxième schéma qui est donc 100 acteurs supplémentaires qui interagissent avec le cœur de l'écosystème de l'innovation. Ceux qu'on va arriver en rouge, c'est ceux qui ont été mentionnés au moins 2 fois par les acteurs et on les a rajoutés à la carto. Ensuite, vous avez les verts, ceux qui ont été mentionnés une fois. Et puis ensuite, vous avez des partenariats où là, c'est plus des partenariats nationaux ou internationaux ou européens. Et là, on est quand même plus éloigné d'une cartographie de l'écosystème local. Donc, c'est ce qu'on va faire au mois de novembre avec le coopéro autour des mobilités durables. On est sur des formats très petites jauges où on va presque chercher à la main une trentaine, une quarantaine de personnes, puisque ce que l'on veut, avant tout, c'est qu'il y ait un vrai équilibre entre les différents types de briques et qu'il n'y ait pas une surreprésentation de certains acteurs, puisqu'on pense que c'est par la diversité, mais avec l'objectif commun de travailler sur les mobilités durables, on peut faire émerger de nouveaux projets et de nouvelles idées. Ensuite, on fait une petite intervention d'une start-up et d'une association parce qu'encore une fois, on met sur le même pied d'égalité tous les types d'acteurs, parce que pour transformer la mobilité, c'est absolument indispensable d'y associer tout le monde et de ne pas laisser quelqu'un au bord de la route. Donc voilà pour ce format-là. Et donc, j'en ai terminé avec la présentation. Si vous voulez, parce que là, on ne le voit pas très bien, mais si vous voulez regarder d'un peu plus près cette cartographie, il vous suffit de flasher avec votre appareil photo le flash code qui est ici, qui vous permettra d'avoir accès à la présentation. Et si jamais vous voyez que vous bouillonnez intérieurement en disant qu'il manque des acteurs et que ça serait bien d'en rajouter, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il suffit d'envoyer un mail à pauline@leconnecteur.org. On rajoutera tous ces acteurs. À la suite du coopéro, on
fera une V2 de cette carte de la mobilité collaborative et on la diffusera pour faire rayonner les dynamiques auvergnates au-delà de l'Auvergne et pour prendre toute notre place dans les dynamiques qui soient nationales ou européennes. Alors, je vous remercie de votre attention et puis si jamais il y a des questions, je serai là pour y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Alors, je retiens parmi tout ce que tu as dit, mais notamment deux choses. C'est que, quand même, cette diapo qui était pas complètement, je pense, super lisible, mais qu'on pourra retrouver sur le site internet du connecteur et sur le site internet Orbimob très, très, très bientôt. Il y a quand même beaucoup d'acteurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si j'ai bien compris, dans votre deuxième étape, vous faites x3 par rapport à la première étape. C'est ce que, si on reprend vos ratios habituels, donc il y aura encore beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est une richesse et c'est vraiment très intéressant. Maintenant, et je vais me tourner vers Rémi Berger. Là, tu peux rester. On a une approche un petit peu on va dire par fonction, l'innovation, par catégorie d'acteurs, les startups, les grands groupes, les acteurs publics, pour pouvoir construire des politiques d'appui vraiment un peu ciblées au développement économique, pour pouvoir monter des projets qui vont être financés par l'Europe, par les programmes d'investissement d'avenir, enfin des grands projets structurants. Je pense, Rémi, qu'il faut apporter une vision un petit peu différente sous forme de chaîne de valeur, notamment, je crois, pour pouvoir aussi lire l'écosystème de manière un petit peu différente. Donc, je vais t'inviter à faire cette présentation, donc, qui est à la fois des éléments un peu méthodologiques finalement, mais aussi sur ce qui se passe à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Pas tout ce qui se passe, mais un certain nombre de choses qui se passent. Bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, du coup, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, Rémi Berger, je suis en charge de la partie innovation de l'association CARA. Alors, je vais préciser un petit peu ce qu'on entend par association CARA. Beaucoup nous connaissent en tant que pôle de compétitivité. Il faut savoir que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne sommes pas que pôle de compétitivité, nous sommes aussi cluster. Donc, deux casquettes différentes. Le pôle de compétitivité, ça a été déjà mentionné par Nicolas. C'est vraiment la notion d'innovation collaborative qui est notre cœur de métier, et le cluster qui a plutôt une vocation de développement économique des acteurs du territoire. Donc de ce côté-là, CARA, vous verrez, je l'illustrerai tout à l'heure, on n'est pas vraiment que sur l'innovation collaborative, on est bien plus large, et ça je vais illustrer. Juste pour rappel, CARA est avant tout une association de membres industriels, acteurs de la recherche, acteurs académiques, de la formation, des collectivités territoriales qui nous soutiennent, comme la métropole de Clermont, la région, la métropole du Grand Lyon par exemple, mais aussi de grands noms industriels, donc les fondateurs, le groupe Volvo, le groupe CNH, mais également des acteurs un peu plus locaux comme Michelin, qui contribuent fortement à l'action d'animation de CARA, et notamment sur le territoire. Il faut savoir que depuis très peu, donc CARA est présent dans un bureau sur le territoire clermontois, à Hall 32. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter pour nous rencontrer si vous le souhaitez. Juste, CARA, en gros, historiquement, on s'appelait Lyon Urban Truck and Bus. Ouf, ça remonte. Et on traitait des problématiques de transport massifié dans l'espace urbain. Ça a beaucoup dérivé depuis 2006. Vous voyez, on a fait du chemin, on est en 2021. Et depuis, on va dire, 2015, on s'est concentré sur l'aspect systémique de transport. En milieu urbain, mais aussi périurbain, parce que les mobilités urbaines viennent souvent du rural. Comme le disait Jean Collefi, on a à peu près plus de la moitié de la population aujourd'hui qui vit dans des zones périurbaines ou des zones rurales. Et ces gens-là, généralement, se déplacent vers les centres urbains de grande densité, comme Lyon, comme Clermont. Et
toute cette mobilité, on le voit aujourd'hui avec plein de sujets, des feux ou autres, c'est cette mobilité-là qui aujourd'hui est très problématique, dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux sur cette mobilité-là, avec des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux d'inclusion. Et donc c'est vraiment un des cœurs de travail de Cara sur ce sujet-là. Aujourd'hui, Cara, donc, comme je vous l'ai dit, travaille sur le système de transport et de mobilité des biens et des personnes. On parle souvent de la mobilité des personnes, comme quand on parle notamment avec les collectivités, puisqu'on parle de transport en commun, on parle de mobilité individuelle également, mais il ne faut pas négliger l'impact du transport de marchandises, qu'elle soit pour la livraison du quotidien au colis Amazon ou autre, mais également pour l'approvisionnement, la supply chain des commerces, des entreprises, de tous les acteurs économiques du territoire. Cette mobilité systémique, on l'adresse par plusieurs aspects. Le premier, c'est le véhicule. Le composant, on l'a mentionné avant avec aussi le Exim, vous parlez des composants, des sous-composants. Il y a effectivement cette notion de la mobilité, c'est un vecteur de mobilité, c'est un véhicule avec ses composants, ses sous-composants, ses systèmes. C'est également la nécessité de travailler sur une efficacité de la mobilité. Ça, c'est vraiment le cœur du système, c'est comment on met en œuvre un système qui soit efficace, qui permet d'être inclusif, qui permet de répondre à la majeure partie des problèmes. Alors, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents, on le sait, on n'arrivera jamais à faire du 100%, mais l'idée, c'est que ce système soit efficace d'un point de vue notamment de la collectivité qui, lui, va gérer sa problématique de congestion, de pollution sur son territoire. La troisième brique, c'est de le gérer par l'usage et les connaissances. Très, très important, on ne peut répondre à un problème de mobilité si on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas à qui ça s'adresse. Bon, je vais prendre l'exemple typique des Gilets jaunes, la taxe carbone qui a monté, les gens n'ont pas compris, on leur a dit vous allez payer plus pour utiliser votre voiture. Oui, mais moi j'ai besoin de ma voiture, comment ça se fait ? C'est typiquement ce genre de choses que nous on essaie de traiter à la source et de répondre à ces notions des problématiques d'usage, des problématiques de connaissance de l'usage, de connaissance du territoire et de connaissance des usages de mobilité. La quatrième, c'est la notion de gouvernance et de politique publique. Effectivement, une fois qu'on a cette connaissance, on peut mettre en place des politiques de transport, des politiques de mobilité, et on peut également travailler à un système de gouvernance qui ne soit pas forcément géré que par une collectivité, mais on voit dans le cadre des métropoles, des relations métropole-région, qu'il y a des besoins d'échange et de gouvernance et de travailler aussi à des nouveaux modèles de gouvernance. Alors sur le système de transport de personnes, c'est flagrant, mais sur le transport de marchandises, c'est là où aujourd'hui on a le plus gros essor en termes de besoins de gouvernance du système de mobilité. Et enfin, le dernier, qui est au cœur aujourd'hui de la transition écologique, c'est l'efficacité énergétique. On parle beaucoup d'électrification, Patrick l'a rappelé tout à l'heure, que ce soit via des biais batteries, via des biais hydrogène. Attention, l'efficacité énergétique se juge sur l'ensemble d'une chaîne de valeur et pas juste sur un usage. L'usage de l'électromobilité, par exemple, va avoir ses avantages sur la pollution locale, mais attention à ne pas faire, d'erreurs. Patrick parlait de la Chine et de l'électromobilité. Moi, je veux bien mettre 11 000 bus électriques qui sont alimentés par des centrales au charbon. Ce sera toujours pire qu'un bus qui sera alimenté au bio-GNV produit localement dans la chaîne dans son cycle de vie. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion d'efficacité énergétique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, pour accompagner tous ces sujets, donc Cara, on s'adresse à l'ensemble des acteurs de la mobilité. Comme j'ai dit, un zoom, c'est le transport de personnes, de marchandises. Et on accompagne 6 filières de mobilité. Elles sont là, donc la filière de l'automobile, du transport du véhicule industriel, camions, bus, bennes à ordures, véhicules de voirie, tout ce qui est engin technique. Le transport ferroviaire, le transport fluvial, alors à Clermont, ça va moins s'y prêter. Il y a du lacustre sur le plan d'eau de Cournon, ça peut marcher, ou AEDA. Tout ce qui peut marcher autour du... Alors là, c'est câble transport, mais c'est ce qu'on appelle le transport aérien guidé, donc le transport par câble, mais pas que. Il y a d'autres solutions un petit peu plus originales qui émergent aussi. Puis enfin, les mobilités actives, donc le vélo, la trottinette, les wheels, tout ce qu'a cité tout à l'heure la personne de la métropole de Clermont, il me semble, ou M. Brenat, je ne me rappelle plus. Mais tous ces 6 filières apportent un élément dans un système de mobilité, mais système qui n'est pas, attention,
uniquement les modes de transport, il faut regarder l'ensemble de ce que j'ai cité précédemment pour traiter ce système de mobilité. Aujourd'hui, notre réseau, un CARA, c'est 250 membres qui sont répartis sur l'ensemble de la région, avec une grosse concentration au niveau de la métropole lyonnaise, forcément, puisque la métropole est un peu plus grande que les autres, mais aussi pas mal d'acteurs sur la région clermontoise, la région Auvergne au sens large, Madame l'a mentionné précédemment. On a pas mal d'acteurs, d'entreprises, d'industries qui sont présents sur ces territoires. On accompagne que ce soit des startups, des micro-entreprises, des grands groupes, des laboratoires de recherche et aussi des centres de formation, les universités. Donc vous voyez une répartition un petit peu de notre écosystème qui est très très riche. On parlait de chaîne de valeur de la mobilité et Nicolas l'introduisait, notre présence sur cette chaîne de valeur et ce découpage en briques sur cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, donc moi je pilote la partie innovée, vous voyez, qui est tout à gauche, qui finalement correspond à l'ancienne, ou en tout cas à la partie pôle de compétitivité de l'association. On a 5 autres briques qui ont été développées depuis 2005, depuis l'existence. Une brique qui est la démonstration, donc l'expérimentation sur les territoires. L'idée, c'est de mettre aussi dans le système de transport des acteurs qui ne sont pas des acteurs de l'innovation pure, qui ne sont pas des acteurs industriels au sens de la production des composants ou la production des véhicules et autres, mais qui sont des gens qui subissent souvent, mais qui sont aussi demandeurs d'innovation. On parle des AOM, on parle des transporteurs, des logisticiens, des collectivités locales, et tous ces acteurs ont besoin, eux, souvent d'éprouver des solutions pour vérifier qu'elles correspondent à leurs besoins, qu'elles ont un vrai impact sur leur territoire, et aussi que techniquement, économiquement, ça marche, et qu'on n'est pas juste sur un simple objet technologique ou une simple politique publique qui est nouvelle, mais qui finalement, au global, va être contre-productive. La partie développement, donc qui correspond à notre partie vraiment cluster, qui là est vraiment à accompagner nos entreprises pour croître. Alors croître en France, croître en Europe, dans le monde, et c'est aussi pour ça qu'on a ces 2 briques-là qui sont derrière, l'Europe et l'international, j'y reviendrai. Et dans la partie développement, c'est vraiment la performance industrielle, c'est la performance de la supply chain, c'est tout ce qui va être autour des ressources humaines, autour de la formation, des compétences, de l'emploi. Voilà, tous ces sujets qui ne sont pas forcément uniquement en lien avec la mobilité, qui sont valables pour plein d'autres domaines, mais pour lesquels le monde du transport et de la mobilité a quand même quelques spécificités et qui ont besoin d'être travaillés. Et donc CARA accompagne aussi les acteurs de la formation. On a notamment un campus, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, qu'on a créé autour de l'électromobilité. L'Europe, c'est dans la politique des pôles de compétitivité depuis 2018, cette volonté d'aller vers l'Europe, chercher les financements européens, accompagner nos acteurs vers le financement européen via des projets, principalement. Et donc ça, c'est une de nos briques principales aussi aujourd'hui, avec un gros push sur cet onglet. Et enfin, l'international, là on parle plus de développement économique vers l'international, c'est aider nos adhérents à aller vers de nouveaux marchés, à pénétrer des marchés, à faire des associations dans les marchés étrangers, c'est amener des délégations dans des pays pour faire du retour d'expérience, s'acculturer à d'autres manières et d'autres façons de faire que ce qu'on peut voir en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, ou juste ce qu'on a dans notre tête. Voilà un petit peu comment on est. Aujourd'hui, en gros, si je dois un peu résumer sur la partie un peu innovation que je voudrais amener, on a 4 grands sujets qui sont très prégnants. On a clairement l'aspect transition énergétique, et ça passe par plusieurs vecteurs, je vais y revenir tout à l'heure. On a le deuxième qui est la mobilité autonome et connectée. Donc vous retrouvez ici en fait les 2 onglets principaux du Domex, on l'a mentionné, car anime le Domex de la région. Et donc c'est ces 2 grands onglets qui aujourd'hui sont présents dans le Domex, la partie mobilité propre et mobilité connectée et autonome. Et enfin 2 autres domaines, un que j'ai mentionné déjà précédemment, qui est la logistique urbaine. Alors logistique urbaine ou du dernier kilomètre, parce qu'on peut aussi avoir des petits problèmes de logistique dans des zones montagneuses ou dans des zones rurales. Donc c'est aussi des sujets qu'on regarde fortement. Et puis le dernier qui est tout ce qui va tourner autour de la mobilité servicielle. On parlait du MaaS, donc la mobility as a service. Mais plus généralement, c'est tout ce qui va tourner autour de la gestion de la donnée de la mobilité. Comment faire des systèmes intelligents, une gestion intelligente du trafic, comment accompagner les anciennes générations à être plus connectés alors qu'ils ne sont pas forcément les plus adeptes du smartphone. Voilà, c'est tous ces sujets qui sont prégnants.
Pour illustrer un petit peu, je vais vous donner quelques exemples sur ce qu'on fait, par exemple sur la partie énergie alternative pour la mobilité. Alors quand on parle d'énergie alternative, faut bien sous-entendre aux carburants fossiles, sinon ça n'a pas de sens. Le premier, c'est vraiment sur l'aspect électromobilité. Sur l'aspect électromobilité, je ne vais pas rappeler les enjeux mondiaux avec Pardon, voilà, vous les connaissez, je dirais le fait d'interdire les moteurs thermiques à horizon 2035, les challenges, le Green Deal et autres. Donc ces slides-là, je vais pas les passer. Ce qui est important de mentionner, c'est que déjà un certain nombre de grands donneurs d'ordre mondiaux ont déjà annoncé l'arrêt des véhicules thermiques et une transition vers l'électromobilité de façon massive. Vous voyez un peu la répartition pour les principaux véhicules légers. Si on fait un focus sur un exemple sur pas ma dernière version, tant pis. Si on fait un focus sur le véhicule lourd, pareil, j'avais le même slide sur le véhicule lourd, mais on voit qu'également il y a une transition avec un petit peu plus de moteur thermique qui reste pour le véhicule lourd, mais avec une transition vers les solutions électriques batteries, hydrogène pile à combustible ou hydrogène thermique et les véhicules gaz qui demeurent, mais on voit bien qu'il y a une transition quand même massive vers l'électromobilité qui se passe aujourd'hui. C'est appuyé par un certain nombre d'initiatives de politique publique, qu'elles soient nationales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient métropolitaines. On parle beaucoup des ZFE, des zones à faible émission. Alors, slash mobilité pour certaines, d'autres complètes. Mais voilà, l'idée étant d'accompagner vers de plus en plus de décarbonation et de sobriété énergétique pour la mobilité. En beaucoup de choses aujourd'hui qu'on accompagne sur les sujets de la batterie. La batterie est aujourd'hui le composant du véhicule électrique à forte valeur ajoutée. Cette chaîne de valeur de la batterie aujourd'hui est principalement en Asie. Donc l'intérêt pour les filières véhicules et la filière économique dans une vision de développement économique, c'est également de réintégrer cette valeur ajoutée dans nos territoires et donc de travailler sur ces sujets de batterie. On a par exemple donc le sujet donc de ACC, donc qui est la méga factory française de batterie, mais on a des projets un petit peu plus proches de nous, que sont le projet de Vercor. Donc Vercor qui est une société grenobloise qui va également créer sa propre méga factory de batterie en France. Alors on ne sait pas encore, ils n'ont pas annoncé officiellement, je crois, le lieu, mais ça sera a priori pas en région pour des raisons, foncières et de cahier des charges du terrain. Mais en tout cas, ils auront leur centre de recherche qui sera à Grenoble et une vraie dynamique là-dessus. Et on voit de plus en plus d'acteurs sur la batterie travailler sur ces sujets et venir également amener de la valeur ajoutée en Europe. On a hier échangé avec une société japonaise qui souhaite venir s'installer sur le territoire de la région pour développer son système de batterie à base d'algues. Bon, c'est très particulier, mais voilà, il y a un gros potentiel, notamment pour les mobilités légères, sur ce sujet-là. Juste, c'est une carte de l'Europe qui a derrière le vidéoprojecteur. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc il y a une carte de l'Europe, donc il faut imaginer une carte de l'Europe derrière. Vous voyez que il y a pas mal de choses qui sont. Donc le point rouge, c'est vers Valenciennes à peu près. Le tas de points rouges, le point noir à droite, c'est le sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse. Oui, le nord de la Suisse. Les 4 points rouges, les 4 points noirs à droite, c'est l'Autriche. Et après, on remonte sur les pays scandinaves. Mais voilà, on est assez pauvre sur la partie Gigafactory en France, ce qui est en plus très dommage parce que quand on regarde aujourd'hui pour fabriquer les batteries, ça demande beaucoup d'énergie. On sait que le CO2 produit lors de la phase de fabrication des batteries est importante et compte énormément dans le bilan énergétique, dans le bilan écologique des véhicules. Et aujourd'hui, on regarde finalement en France, on a l'électricité la plus décarbonée d'Europe quasiment. Et finalement, c'est là où on produit le moins de batteries. Donc c'est un petit peu dommage parce que finalement, c'est là où le bilan énergétique de la production des batteries serait le plus faible. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas cette valeur ajoutée sur le territoire et c'est un vrai cheval de bataille pour nous que de développer sur le territoire français ce sujet. Vous voyez la comparaison, quand on voit qu'on est à 50 grammes de CO2, donc équivalent en kilomètres sur le véhicule électrique en France. En Chine, on est à 800 grammes. Donc vous voyez un peu la différence et c'est vrai que la phase de production des batteries est généralement faite en Chine et c'est problématique pour nous.
Bien sûr, il y a des problématiques de compétitivité. Je vous l'ai dit, il faut qu'on travaille pour rendre notre pays attractif, pour pouvoir produire ces sujets-là. Et bien sûr, on a des problèmes de compétences et de qualification. Donc ça, on l'a mentionné, on a un campus électromobilité qui travaille dessus notamment. Mais c'est un des gros enjeux également pour nos filières, d'avoir les bonnes compétences, et que ce soit pour l'école blanc ou pour l'école bleue. Il ne s'agit pas de former que des ingénieurs, il faut aussi former des mécaniciens, des gens certifiés à intervenir sur les véhicules. En région, la chaîne de valeur, elle est assez répartie sur la partie batterie, entre la partie chimie, la partie matériaux et la partie, je dirais, réseau électrique et construction véhicule, entre trois pôles. Accelera, donc, qui est le pôle de la chimie, Tenerdis, qui est le pôle de l'énergie, et Cara, donc le pôle plutôt sur la partie des véhicules, on va dire système de transport et véhicules. Voilà quelques exemples de gros acteurs qu'on a en région sur les sujets. Il y en a qu'on a déjà vu dans la cartographie précédente, que ce soit Itotem, Atomedec par exemple, qui sont là. Et puis des acteurs de recherche, beaucoup d'acteurs de recherche très compétents sur le sujet, entre le CEA, l'IFP, tout ce qui est CNRS côté Grenoble également, qui ont vraiment de très très grosses compétences sur ces sujets de la batterie. Je vais passer rapidement, juste mentionner le campus des métiers et qualifications, donc qui est un campus qui est basé au lycée de Givors, en région lyonnaise, mais qui a une aura Auvergne-Rhône-Alpes, sans jeu de mots aura. Mais voilà, c'est un réseau, le campus, il faut le voir comme un réseau, et il rassemble l'ensemble des acteurs de la région qui veulent y participer. Donc voilà, pour identifier les besoins, proposer des actions pédagogiques et des actions de formation sur la mobilité électrique, de la conception à la maintenance. Un petit focus hydrogène, Patrick l'a mentionné, c'est un vrai sujet fort pour la région également. On sait qu'il y a pas mal de challenges sur ce sujet-là. Il y en a déjà qui ont été un petit peu rompus et sur lesquels on a déjà beaucoup travaillé, beaucoup avancé sur l'aspect stockage, ravitaillement, performance, sécurité. Il reste encore quelques challenges, notamment sur le coût global, les infrastructures d'avitaillement et sur le fait que l'hydrogène soit un hydrogène vert ou au moins décarboné ou très bas carbone, puisque, comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble du cycle de vie des véhicules et de l'énergie pour faire son bilan. Et donc aujourd'hui, faire du véhicule à hydrogène avec de l'hydrogène issu de vaporéformage serait un non-sens, clairement. Par contre, le faire avec de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène bleu ou des hydrogènes fortement décarbonés peut avoir un vrai avantage écologique. Aujourd'hui, donc là, je cite un des constructeurs français, donc Stellantis, qui aujourd'hui, pour lui, le challenge clé et majeur sur l'aspect hydrogène, c'est la massification. Patrick l'a mentionné tout à l'heure, il faut arrêter de vouloir faire de l'expérimentation ou arrêter de mettre 10 véhicules à droite, 10 véhicules à gauche. Aujourd'hui, on a besoin de monter à des centaines, à des milliers, voire à des dizaines de milliers de véhicules pour qu'on arrive à avoir des effets de volume et à lancer une véritable dynamique. C'est aujourd'hui là-dessus qu'on travaille. Au sein de la région. Donc au sein de la région, pareil, vous retrouvez Cara, Tenerdis et Accelera, comme pour la batterie, parce qu'on est complémentaires sur ces sujets-là. Et au niveau de Cara, voilà, on agit là où il y a les petits carrés. Alors je ne sais pas si on les voit, ouais, on les voit, là où il y a les petits carrés. Donc beaucoup d'actions sur le fait que la région puisse fournir des leaders en R&D et des leaders industriels sur l'hydrogène. Qu'on soit aussi leader sur la partie production et la partie usage de l'hydrogène. Donc la région souhaite développer sa propre flotte de bus, d'autocars, de minibus à hydrogène, de trains. Il y a l'expérimentation de trains à hydrogène qui sera principalement centrée sur Clermont, qui va démarrer en 2023. Beaucoup de collaborations européennes, puisque le sujet de l'hydrogène, vous le savez, est très européanisé. Et également au niveau de la structuration de l'écosystème et du développement, comme je disais, toujours la notion de compétences, de formation, la création de la Symbio Academy, par exemple, autour de l'acteur Symbio FCL, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour fédérer, structurer des parcours de formation d'école blanc, d'école bleue autour de l'hydrogène et pour, accélérer un petit peu la dynamique de l'hydrogène dans le monde de la mobilité et du transport. Je passe rapidement ce slide sur la structuration de l'écosystème, mais voilà, on a une répartition assez claire entre les trois pôles et avec des acteurs sur la chaîne de valeur
qui sont très présents en Auvergne-Rhône-Alpes. On a un peu plus d'une centaine d'acteurs qui travaillent sur ce sujet de l'hydrogène pour la mobilité au sein de la région, et dont des acteurs en Auvergne, comme Michelin, bien sûr, pour ne citer que lui. Ouais. Le projet ZEV, je ne vais pas revenir, je pense que beaucoup le connaissent. Voilà. Deux autres sujets. Un sujet qui est connexe finalement aux deux présents, qui est l'électronique de puissance. Un véritable sujet. Aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est de l'électronique de puissance pour les chaînes de traction. Aujourd'hui, on a une vraie dépendance, encore une fois, à l'Asie sur ces sujets-là. On a une vraie carte à jouer en Europe pour développer notre propre filière de composants. On voit aujourd'hui qu'il y a des problématiques d'approvisionnement de composants électroniques standards. On n'est pas à l'abri qu'on ait des problématiques sur les composants électroniques de puissance. Donc, une vraie volonté de structurer une filière d'électronique de puissance en région. On a beaucoup d'acteurs qui sont sur le sujet en région, des acteurs divers et variés. On a Ligier, par exemple, qui travaille beaucoup sur des petits véhicules électriques. Voilà, ils ont ces problématiques-là, et on a l'ensemble de la chaîne de valeur avec des fournisseurs de puces, des fournisseurs de composants, de sous-composants, on en a parlé tout à l'heure. Un projet qui a été structuré par Cara, qui s'appelle Cara Power, donc qui est le développement d'une plateforme de démonstration, de présentation de composants pour l'électronique de puissance pour la mobilité, donc à la fois sur la partie lien au réseau et embarqué au véhicule. Et l'idée, donc, cette plateforme sera localisée sur Transpolis, et elle est ouverte, c'est-à-dire que toute personne qui souhaite pouvoir amener des composants, les tester, les intégrer dans un système up-to-date d'électromobilité peut venir et les greffer dessus et utiliser cette plateforme-là. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, il y a un dernier sujet, qui est le rétrofit. Beaucoup de sujets, beaucoup d'acteurs, dont en Auvergne, si on prend la société GCK, qui travaille beaucoup sur le sujet, et une société dans le Cantal également, comme quoi on a de l'innovation également aussi dans le Cantal, la société Europe Service, donc qui a travaillé sur la petite balayeuse que vous voyez en bas à gauche, qui est un rétrofit d'une balayeuse diesel au gaz, et qui aujourd'hui est opérationnelle dans pas mal de villes de France et d'Europe. Donc le rétrofit, c'est échanger l'énergie. Les rétrofits, c'est garder une base de véhicule, d'architecture de véhicule, et changer l'énergie du véhicule. C'est pas si simple que ça, mais en caricaturant, voilà, c'est rapidement. Et je mentionne très rapidement la partie véhicule autonome. Beaucoup de sujets, beaucoup de projets sur la région. On a mentionné Navia, EasyMile tout à l'heure, qui a été créé globalement à Clermont. Il y a aussi la société Navia, on a TwinSuite qui fait des petits droïdes. Donc beaucoup d'acteurs qui sont intégrés dans la cartographie du Domex. On a pas mal d'expérimentations là en cours sur le sujet, que ce soit de la mobilité rurale ou de la mobilité urbaine ou périurbaine. Donc intéressant aussi, puisqu'on couvre l'ensemble du spectre de mobilité que voudrait Clermont. Voilà. Et enfin, le dernier qui est sur la partie logistique, où là, on a quelques petits sujets aussi, mais un peu la livraison par droïde, la livraison avec des systèmes un peu innovants de livraison en ville, avec des petites voiturettes de golf, avec des containers embarqués particuliers, et puis des systèmes de consignes un petit peu aussi éphémères, voilà, qui sont en train de se développer. Beaucoup de sujets à traiter, et un écosystème en tout cas qui est riche et très dynamique sur la région. Merci Rémi. Voilà, donc on retrouve ce qui a été évoqué en introduction, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de solutions, des vraies forces régionales, des places à prendre pour les uns et les autres, et pour des entreprises et pour notre territoire. On va prendre, s'il y a des questions dans la salle, à Pauline Rivière ou à Rémi Berger, ou dans le chat par Shaima. Est-ce qu'il y a des questions? On va commencer dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? Non? Est-ce que dans le chat, il y a des questions? Non plus. On va laisser 30 secondes au chat, parce que j'avais oublié de dire au début qu'à distance, les questions devaient se poser par chat. Donc si vous avez des questions, pour ceux qui nous suivent en visio, vous pouvez les poser par chat. Je pense que les exposés ont été remarquablement clairs, et je vous en remercie. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est exactement, mais je pense qu'on a 5-10 minutes là avant du coup. Il est 20. On a 10 minutes donc avant la conférence suivante, qui porte sur les partenariats d'innovation
au service du développement économique, qui sera animé par Bérangère Farge de l'Université Clermont-Auvergne et du projet, directrice adjointe du projet CAP 25. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans 10 minutes, aussi bien en présentiel qu'à distance. Je crois qu'il y a une question du coup. Vas-y, Shaima. Et les questions dans la salle, il faut allumer le micro. Hein, donc, Shaima, si tu peux allumer ton micro. Alors, il y a une question de Nadine Salaris qui dit: est-ce que Cara travaille aussi avec le monde agricole, outre l'électrification des engins agricoles? Ou l'électrification des engins agricoles? Alors, on n'a pas spécifiquement un travail sur la filière agricole. En revanche, on sait qu'il y a des synergies entre différentes filières de mobilité, et en tout cas sur la partie véhicule industriel, je mentionnais, parce qu'on est sur des niveaux de puissance, des niveaux d'énergie qui sont comparables. On accompagne déjà deux acteurs régionaux qui développent des véhicules notamment de viticulture. Voilà, sur ce sujet-là, ou des nacelles élévatrices. Donc on ne va pas avoir un focus spécifiquement sur l'usage du véhicule agricole. Par contre, on peut accompagner et conseiller sur les notions technologiques ou les notions de transition énergétique pour les véhicules en termes de composants, de sous-composants, de sourcing sur ces sujets-là. On sait que certains de nos pôles équivalents sur notamment la région Grand Ouest ont des constructeurs de véhicules agricoles sur leur territoire et travaillent beaucoup avec eux. Merci. Allez-y. Oui, donc on a vu, merci, tout ce que vous faites autour de l'hydrogène électrique, etc. Est-ce que sur les bioénergies, on continue à travailler ou on considère que c'est un match perdu? Non, c'est pas un match perdu. Aujourd'hui, comme l'a mentionné Patrick dans son introduction, on est sur une vision mix énergétique. On voit les réglementations qui vont de plus en plus vers l'électrification. Clairement, aujourd'hui, les solutions gaz sont plus matures, en tout cas, que les solutions hydrogène. Donc c'est pour ça que on l'évoque moins, parce que pour nous, aujourd'hui, on est vraiment sur du déploiement. Donc les acteurs industriels doivent prendre ce sujet et le développer. Il est moins appuyé, je dirais, aujourd'hui en termes d'innovation. Mais il y a un vrai sujet. Alors, le gaz, biogaz, la problématique est toujours quelle part du gaz et biogaz et non biogaz, et donc le bilan derrière qui est fait de tout ça, tout ce qui va être sur les biocarburants, bioéthanol, B100 et autres. Il y a des sujets mais qui sont aujourd'hui moins de recherche, ou en tout cas pas forcément sur la partie mobilité, qui peuvent être plus sur la partie production de ces carburants-là, donc plutôt sur la partie chimie. Mais en tout cas, oui, il y a ces sujets-là. Il y a les sujets des e-fuels aussi, qui sont des carburants de synthèse. Voilà, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Clairement, ils auront leur part à jouer encore pendant un certain nombre d'années dans de nombreux cas d'usage. Et je rajoute, et puis après on vous invitera ici ou à distance à prendre 5 minutes de pause, que pour l'Auvergne, dans la mesure où nous avons des capacités justement de production de biogaz qui sont assez importantes, c'est un segment territorialement qui nous intéresse encore pour de nombreuses années, ça c'est clair. J'en veux pour preuve, enfin en tout cas au niveau de la métropole par exemple, dans la stratégie de transition énergétique de nos flottes publiques. Donc il y a des éléments de schéma directeur qui ont été décidés, et donc avec de l'électrique, avec de l'hydrogène en expérimentation, et avec beaucoup de gaz et de biogaz. Ça crée aussi de l'emploi sur les territoires proches. Enfin voilà, ça aussi. Mais peut-être on pourra reposer cette question à Elisabeth Loger, la directrice du pôle énergétique Ténerdis, qui interviendra dans la table ronde d'après. Parce qu'effectivement, au niveau de l'innovation, on est plus sur la partie production d'énergie que sur la partie motorisation ou usage, hein, si je comprends bien, Rémi. Nous, on est utilisateurs de l'énergie, mais comme je l'ai dit, il faut qu'on regarde le bilan énergétique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc le lien avec le Ténerdis sur ces aspects de production et de comment on obtient cette énergie, il est nécessaire pour qu'à la fin on ait un bilan qui soit positif. Je reviens à ce qu'on disait sur le GNV, la société Europe Service, qui est basée à Aurillac. Quand elle a développé sa balayeuse, elle a dit mais nous on est dans le Cantal, on a un pouvoir de méthanisation par l'élevage qui est important, pourquoi ne pas travailler sur le gaz?
Voilà, c'était vraiment leur réflexion initiale sur ce point-là, sur cette balayeuse à gaz.